S'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne Précellence TV pour ne rien rater de nos vidéos et publications. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos et publications sur Précellence TV, votre chaîne YouTube qui vous informe sur la politique, la culture, le social, la religion, l'économie, l'enseignement, les sports, la technologie et j'en passe. Une équipe de professionnels des médias assidus, spécialisés et outillés en reportages, interviews, directs et publicités pour toutes vos activités commerciales, politiques, culturelles, académiques, sociales, religieuses, sportives et consorts pour un marketing assuré et digne de votre confiance. Abonnez-vous s'il vous plaît pour nous soutenir et nous encourager à mieux vous servir car Précellence TV, c'est le plaisir de vous informer autrement sur la toile. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour nous suivre. Et bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur différents médias, notamment Face à Face, qu'anime mon confrère Emix Dieudonné Mbombo Mokanya sur la radio-télévision de Kasai. Et vous nous suivez également sur YouTube, Kasai Développement TV. Et notre invité aujourd'hui, moi je m'appelle Kasai Chibango Emery, notre invité aujourd'hui c'est le docteur Badibanga Nsambuka Bissala. Et il est promoteur du complexe scolaire Bansambi. Et avec lui, nous allons devoir échanger sur un thème important. Mais il faudrait que nous puissions vous rappeler d'abord que dès le début du premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dr Badibanga Nsambuka n'a cessé d'amener les dirigeants et la population du Kasai oriental à une réflexion sur le développement de cette province. Il s'est même demandé avec nous, nous tous ici, si c'était un rendez-vous manqué avec le développement du Kasai oriental. Et à l'aune de ce second mandat, peu avant les élections donc, il est revenu à la charge en vue de nous amener à faire des projections pour nous aider aussi à faire le choix lors des élections et à chacun de se demander si il a pris en compte ces projections-là pour faire un bon choix afin que le Kasai oriental puisse se développer. Et à ce jour, la province du Kasai oriental est en train de revêtir une nouvelle robe de par l'aménagement de la voirie urbaine. Certains projets ont été exécutés dans les secteurs sanitaires et éducationnels. Tout cela à l'initiative du président de la République et du gouvernement central. Même si nous déplorons en quelque sorte le fait que certaines infrastructures n'ont pas été réalisées dans les délais et d'autres n'ont même pas encore abouti, malheureusement. Et par rapport au projet initié depuis 5 ans par la province avec ses moyens propres, il n'y a pas assez de références que nous pouvons évoquer. Et ceci amène le docteur Badibanga Nsambuka à une autre réflexion. Et alors là, l'honneur revient à mon confrère Emix Dieudonné Mbombo Mokanya Chamboyi de nous présenter le thème du jour et d'enchaîner même avec la toute première question. Docteur Badibanga Nsambuka, bonjour. Bonjour monsieur. Docteur Badibanga Nsambuka, après les réflexions émises au cours du mandat passé sur le développement du Kasai oriental, aujourd'hui, vous avez choisi de réfléchir sur quel rôle pour le Kasai oriental dans la vision du Grand Kasai d'ici 2028 et même au-delà de 2028. Mais avant d'entrer dans le vif de ces sujets, où situez-vous la province du Kasai oriental par rapport au contexte actuel et après toutes les réflexions faites précédemment? En d'autres termes, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Merci bien, monsieur. Je pense que la province du Kasai oriental, pour le moment, se recherche pour essayer de se définir par rapport à l'environnement sociopolitique, économique et culturel actuel. Se recherche dans ce sens que durant toutes les années, on peut dire, ça remonte de longtemps, la période
coloniale, l'avènement de notre accession de notre pays à l'indépendance et tout ce qui s'en est suivi après l'indépendance, cette province du Kasaï et dans l'espace aussi Grand Kasaï, et se recherche. Il y a eu tellement d'événements qui ont fait que des allers-retours. C'est comme ça que nous sommes en train de nous poser la question, finalement, nous venons d'où et nous allons où? Et les choses ont commencé à se préciser en 2015-16, lorsqu'on a fait les démembrements du pays, les démembrements administratifs et politiques aussi, avec cet éclatement de la province du Grand Kasaï, du Kasaï oriental, l'ancien Kasaï oriental, à ce Kasaï oriental que nous connaissons, réduit au niveau sur le plan plus démographique et géographique, est tellement réduit et fortement encore enclavé, et que nous disons, mais comment regarder d'où nous venons, du grand espace Kasaï, du grand Kasaï oriental, même de la province du Sud Kasaï. Maintenant nous sommes à la petite province du Kasaï oriental, mais avec une forte densité de la population au kilomètre carré. Nous rivalisons même avec Kinshasa. Bref, c'est ça notre point d'interrogation. Quel est notre rôle dans c'était d'abord le premier mandat, maintenant le deuxième mandat qui vient de commencer. Quel est le rôle du Kasaï oriental? Pour moi, nous ne le percevons pas. C'est-à-dire, nous venons de recevoir beaucoup de ressources de la part du gouvernement central, disons du leadership national, mais nous ne sentons pas notre apport. Qu'est-ce que nous faisons? Et nous n'avons pas défini clairement notre contribution à cet effort de relèvement de notre pays, donc de notre province. Donc, je ne sais pas le définir. Nous recherchons encore. Voilà ce que je peux dire en un mot. Nous recherchons encore, nous subissons, mais nous n'apportons pas encore notre apport pour booster à la fois le développement de la province et à la fois le développement du pays. Docteur, vous dites qu'on se recherche encore. Pourtant, en parlant du Kasaï, du Grand Kasaï et du Kasaï oriental, on présente souvent des potentialités et beaucoup d'atouts. Alors pour vous, quels sont les atouts que le Kasaï oriental possède pour espérer concourir avec les autres provinces du Grand Kasaï notamment et même d'autres provinces du pays? J'ai parlé dans mes autres émissions des spécificités, des atouts du Kasaï oriental, de l'espace Grand Kasaï. En regardant un peu notre histoire, et ces atouts se basent sur deux piliers pour moi. Le premier pilier que je voudrais faire vraiment comprendre à notre peuple du Kasaï et de l'espace Grand Kasaï, c'est son capital humain. Le capital humain de notre province est un atout majeur. Le capital humain. Capital humain, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons comme ressources humaines et comment on s'est servi de ces ressources humaines pour influencer le développement du pays de façon non seulement partielle, mais globalement, nous sommes des acteurs principaux de ce qui se passe dans tous les secteurs dans notre pays. Donc ça, c'est le capital humain. Le deuxième atout, j'ai dit, c'est notre identité culturelle. Notre identité culturelle,
c'est celle-là qui nous donne un certain état d'esprit, qui nous donne un système, une philosophie de vie pour dire nous ne sommes pas dépendants. C'est comme ça, quand nous nous déplaçons, nous nous intégrons partout où nous allons, nous essayons même de participer activement à la vie socio-économique, culturelle, politique, de peu importe où nous nous trouvons dans le pays. Ça, ce sont deux atouts majeurs. Notre capital humain. Nous pouvons citer des exemples, etc. Malgré tous les événements, heureux ou malheureux, que nous avons vécus, c'est le capital humain de notre province, de notre espace Kasaï, qui a été. Vous voyez que je ne parle même pas des atouts, par exemple miniers, etc. Je dis non, ce n'est pas ce qui a fait notre force. C'est le capital humain et notre identité culturelle, notre culture. Nous allons arriver un peu à préciser comment ça a été des atouts. Comment ça a été des atouts? Je sais qu'avoir des atouts et des potentialités, c'est bon, mais savoir les utiliser, c'est mieux. Alors, quelles sont les chances du Kasaï oriental de sortir la tête de l'eau afin d'éviter la noyade et d'embrasser enfin son développement? Si nous revenons à ces deux atouts, les piliers, le capital humain. Le capital humain que nous possédons a été utilisé, peu importe les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables, et non pas par seulement nous-mêmes, mais par tous ceux qui ont eu un moment donné à gouverner donc la destinée de notre nation. Oui. Tout le monde a utilisé, depuis l'époque coloniale, les ressources humaines du Kasaï, de l'espace Grand Kasaï, ont été utilisées dans d'autres provinces telles que la province minière du Grand Katanga. On venait puiser des ressources humaines ici, dans l'espace Grand Kasaï, pour aller travailler dans les industries minières du Grand Katanga, pour aller même dans l'administration. C'est ce qui fait d'ailleurs, disons, qui attise une certaine convoitise où l'on pense qu'on va s'installer ailleurs. Non, nous sommes plus nationalistes. Nous ne cherchons pas, nous ne sommes pas gênés, nous, d'aller nous établir dans n'importe quel espace du pays. Ça, c'est un atout. C'est parce que notre culture nous permet justement de dire ne soyez pas dépendants, nous nous régénérons sans cesse. Et sur le plan intellectuel, sur le plan moral, et nous sommes des gens qui aimons tout le temps pousser les autres. C'est cette identité culturelle qui est notre atout. Je ne parle pas vraiment des minéraux. Malheureusement, au fil du temps, notre identité culturelle est en train de se noyer et ne se retrouve plus parce qu'il y a d'autres forces sociales, culturelles qui font ombrage, si l'on peut dire, à notre identité culturelle. Par exemple, tout ce qui est comme les églises, qui sont une force sociale sur laquelle nous devons compter, mais malheureusement, qui ne fait pas la promotion de notre culture. Donc, vous voyez, il y a deux forces qui s'entrechoquent. Il y a cette force culturelle qui est la religion, où nous sommes, si vous comptez les nombres d'églises que nous avons ici dans l'espace Grand Kasaï, et que nous allons essaimer aussi partout au Congo et ailleurs, eh bien, vous entendez vous-même dans le voisinage ce qui se passe ici. Nous ne dormons pas. Les églises font concurrence à l'école, par exemple. Donc, nous sommes en train de nous dire, si nous ne réorientons pas cette force sociale, nous risquons de noyer notre culture, nous n'aurons pas de repères. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, malgré ces potentialités, peut-être nous sommes en train de les détruire
sans en être conscient. Deuxièmement, c'est notre système éducatif. Quand je parle de capital humain, c'est notre système éducatif. Je ne sens pas jusqu'aujourd'hui la gouvernance provinciale ou l'exécutif, globalement, que ce soit législatif, que ce soit la gouvernance exécutive, sociale, je ne sens pas une orientation pour dire voilà ce qui peut faire l'exception kassaïenne. Il n'y en a pas. Alors que notre culture est une des exceptions kassaïennes. Notre capital humain est une des exceptions kassaïennes. Une anecdote que vous connaissez tous. Notre culture qui est la culture, par exemple, alimentaire. Vous savez que manger les foufous de maïs, nous sommes les champions et que nous avons maintenant fait en sorte que partout dans le pays, on parle maintenant de ce foufou de maïs. Vous savez que le matamba était consommé plus par nous, c'est notre culture. Maintenant, c'est tout le monde qui adopte ça. Mais donc, ce sont des exemples. Les Tchitekou, tout le monde parle maintenant de Tchitekou, de Matembele. Mais nous sommes les initiateurs, mais malheureusement, nous ne prenons pas conscience que nous pouvons utiliser. Donc, nous sommes en train de perdre l'élan. Nous perdons les acquis, ce qui a toujours fait notre force. Et si nous perdons ça, nous risquons d'être noyés, de ne pas savoir et redresser notre pays. Parce que nous sommes identifiés par ça. C'est notre identité culturelle. Ça, ce sont des hommes. Prenez les ressources humaines, les capitales humains. Vous savez, il y a un phénomène que les gens, les sociologues, les anthropologues, n'exploitent pas pour comprendre de nous, de notre espace. Ce phénomène de Wewa, qui a commencé au Katanga avec les Manseba. Mais c'est notre capital humain. À cause de notre identité culturelle, à cause justement de notre, disons, détresse socio-économique ici, dans l'espace Grand Kassai, que nous avons migré ailleurs. Et nous avons créé justement ces Manseba, ces Wewa, mais c'est toute une force maintenant, non seulement économique, dans les grandes villes du pays, mais c'est une force aussi sociale, c'est devenu même une force politique, culturelle. Donc tout le monde utilise les Manseba, les Wewa, mais c'est nous qui sommes à l'origine de ces Manseba et Wewa. Mais malheureusement, ici même localement, je ris toujours quand je dis, mais vous n'appellerez pas un taxi-moto, man-moto ici. Wewa. Ça ne passe pas. C'est trop péjoratif. Péjoratif, les gens vont dire, mais c'est quoi? Tu ne l'appelleras pas Manseba. Mais pourquoi ailleurs on appelle Wewa? Tout le monde s'habitue, les politiciens, tout le monde parle de Wewa, parle de Manseba, mais pas ici, le lieu de provenance de cette catégorie sociale et de notre jeunesse. C'est-à-dire, c'est notre capacité de nous régénérer. Lorsque nous sentons que nous sommes bloqués quelque part, nous trouvons toujours une issue pour nous en sortir. Je vais terminer avec toujours ces exemples, mais je parle de notre jeunesse là. Je suis arrivé, il n'y a pas longtemps, l'année passée, à Lubumbashi. Mes petits-enfants, mes anciens amis m'ont dit, on va visiter le marché Malumantonda. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Malumantonda, c'est à Mujimai. C'est pas ici. Pas ici. On me dit, non, viens voir ta cité d'enfance, tu verras comment elle est. Maintenant, une grande partie est transformée en marché Malumantonda, avec c'est bien, tout le monde dit Malumantonda. Je suis allé voir. J'ai dit, voilà, c'est ça la potentialité kassaïenne. Je suis allé voir le marché Malumantonda.
bien, ce sont les jeunes, les enfants de cet espace Grand Kasaï qui ont su repenser autrement comment survivre dans cet espace. En plus de Wewa et de Manseba, ils ont créé le marché Malomantonda. Ça existe quand vous allez à l'endroit qu'on appelle Machipichi, à Lubumbashi, Machipichi, etc. Si vous partez de cet endroit-là, sur la route Kipushi, à votre droite, vous avez le camp de la Gécamine, de la cité Gécamine, avec le terrain de football. Mais toute cette partie-là, c'est le marché Malomantonda. Donc c'est l'ingéniosité que nous avons de dire, non, on se contente, nous allons transformer les milieux dans lesquels nous vivons. Donc ça, c'est ça les atouts, le capital humain, et puis notre identité qui nous donne un certain état d'esprit pour dire, vous ne vous laissez pas dompter par la nature, vous devez dompter la nature. Voilà mes deux atouts. Donc, dompter la nature pour la transformer. La transformer. Voilà les deux. Et pour moi, je me dis, est-ce que cela entre dans la vision de la gouvernance provinciale? Docteur Badibanga, je sais que vous aviez autrefois alarmé la population, notamment avant les élections, pour pouvoir faire des projections. Et quand on fait des projections, c'est pour opérer des bons choix en vue de ce qu'on espère atteindre. Mais après les dernières élections, le Kasaï oriental a un nouvel exécutif, tout comme les autres provinces du pays et du Grand Kasaï. Y a-t-il lieu d'espérer vraiment dans cette province où beaucoup sont déjà spécialistes en prédiction d'échecs avant même de voir les autorités nouvellement élues prendre fonction, se mettre en action, on prédit souvent l'échec. Est-ce qu'il y a vraiment lieu d'espérer? Notre culture, identité, notre état d'esprit ne nous permet pas d'échec. Nous ne sommes pas fatalistes. Sinon, nous n'aurions pas réinventé cet exemple de marché Malomantonda, de Wewa, de Manseba. C'est-à-dire, nous avons une culture qui nous permet chaque fois de dire comment nous en sortir. Comment nous en sortir? Disons, nous avons beaucoup espéré avec les élections de 2023. Nous avons dit, ouf, nous allons nous relancer maintenant, profitant que le leadership, qu'on le veuille ou pas, nous est favorable. C'est un contexte qui nous est favorable. On ne dira plus « Ah, tel n'a pas voulu », etc. Les autres pouvoirs n'ont pas voulu. Ça, c'est notre leadership maintenant, à la fois national et provincial. Mais hélas, nous avons toujours le même guet-apens, les mêmes pièges. Les mêmes pièges, c'est-à-dire quoi? Les mêmes pièges, nous essayons toujours de nous remettre à tort ou à raison en question. Regardez comment les élections provinciales, ce sont des députés, etc. Comment ça s'est passé? Même si nous avons accepté. Nous avons accepté, mais cela n'a pas répondu à tout point de vue à nos attentes. Ça n'a pas répondu à tout point de vue à nos attentes. Peu importe ce qui est arrivé, mais à peine que nous avons une nouvelle législature provinciale, que ce soit législative, que ce soit exécutive, mais sur vos chaînes de radio, qu'est-ce que nous ne suivons pas, qu'est-ce que nous n'entendons pas? On prédit déjà l'échec de la nouvelle gouvernance exécutive. 2 mois seulement. C'est toujours la même chose ici chez nous. À peine qu'on commence, alors que le premier mandat, nous avons eu à changer 2 fois des gouverneurs titulaires et 2 fois leurs vice-gouverneurs et les intérimaires. Mais c'est ce que nous disons, pourquoi nous retombons toujours dans le même piège, alors que nous n'avons pas donné du temps aux nouveaux, justement, de prouver s'ils sont à même de redresser à tout point de vue notre province. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas bien ciblé notre vision. Nos atouts là, nous n'avons les piliers.
nous restons toujours un peu vagues. On commence encore à dire la vision du chef de l'État, les axes du chef. Non, les chefs de l'État, c'est une vision centrale, nationale. Mais il faudrait que nous puissions articuler cette vision centrale avec la vision locale, provinciale, pour que ces deux types de visions de planification qu'on dit de haut en bas et de bas en haut se rencontrent. Et c'est à ce niveau-là que nous allons dire, mais qu'est-ce que nous nous proposons? Qu'est-ce que nous nous proposons? Nous avions le programme de 145 de développement de 145 territoires. Ça, c'est une planification de haut. On nous a proposé ça pour reprendre un peu et essayer de booster les développements. La vision, disons, centrale et nationale nous a proposé ça. Mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous proposons pour justement articuler cette vision provinciale et nationale avec la vision provinciale? Qu'est-ce que nous proposons? C'est ça que nous ne sentons pas. Nous disons non, il ne faut pas dire, répéter les mêmes axes que le président, le leadership national, que la présidence. Qu'est-ce que nous prenons qui sera bien visible et évalué après ce deuxième mandat et au-delà du deuxième mandat? Pour moi, je dis, s'il y a une vision et le rôle de l'espace Grand Kasaï et le rôle du Kasaï oriental, pour moi, il n'y a que ces deux piliers là-bas. Et le premier pilier de capital humain, c'est l'éducation. Et il faut qu'au niveau provincial, nous puissions reprendre ce que le niveau national ne peut pas faire au niveau local et réorienter l'éducation autrement, en articulant avec ce que le niveau central propose. Tenez, un exemple. Est-ce que cette école, Institut Mutombo Dikembe, pouvait fermer? Est-ce que ne pouvait pas être un enjeu et un défi provincial? Mais c'est ça, pour dire pourquoi est-ce que ça fermait. Il y a des raisons multiples que nous ne connaissons pas. Mais réfléchir pour dire non, ça c'est un cas d'étude. Il ne faudrait pas que d'autres fils de notre province qui ont certaines idées et initiatives puissent aussi dire non, ça peut se détruire comme être bloqué comme... Nous ne savons pas. C'est ça qu'on doit incorporer, intégrer dans les actions provinciales pour que ça ne serve pas de mauvais exemples. Regardez, heureusement le président, au niveau de la présidence, on a compris. On a écarté certains gestionnaires de projets. On a essayé de rectifier pour que ces investissements d'en haut puissent quand même maintenant être réalisés. Mais qu'est-ce que nous faisons? À quoi est-ce que ces investissements vont nous servir ici? Qu'est-ce que nous planifions pour compléter, articuler ces investissements du nouveau central? On a des belles routes, mais ces belles routes, on ne va pas attendre les prochaines élections pour que les députés viennent mettre des lampadaires. Mais il faut donc, avec le niveau provincial, que nous puissions intégrer ça pour dire, puisqu'il y a des nouvelles routes qu'on nous donne, comment est-ce que nous pouvons susciter, stimuler auprès de certains, disons, hommes d'affaires de l'espace Kasaï pour investir le long de transformer ces belles routes qu'on nous trace ici, ces avenues, de mettre certaines, disons,
investir dans des supermarchés, certaines maisons. Moi, je réfléchissais, je me dis, mais il faudrait penser, puisque nous parlons de l'emploi de la jeunesse, je me dis, mais pourquoi on ne peut pas faire en sorte que les jeunes, qu'il y ait les maisons de jeunesse et de culture dans tous ces territoires, investissement local, pour que nous puissions réfléchir autrement les développements de cette jeunesse. Pourquoi on ne peut pas dire, si le niveau central a commencé par les chefs-lieux des territoires et certains autres coins, nous allons nous occuper de ces routes de desserte agricole. Ça sera nous pour faire du Kasaï encore le grenier, comme il a été dans le temps. C'est ça que nous voulons avoir. Pourquoi le président est allé visiter, je crois, les mines de diamants au Botswana? Et on a montré partout, etc., la transformation locale. Pourquoi est-ce que nous pensons toujours que c'est l'AMIBA qui est une société commerciale et industrielle pour le profit? Pourquoi nous pensons que c'est l'AMIBA qui va faire le bonheur, si on ressuscitait l'AMIBA, qui va faire notre bonheur? Mais que font tous ces exploitants artisanaux? Pourquoi ils ne peuvent pas transformer ce diamant en produit fini tel que tout ce qui est la joaillerie, etc. Faire ça. Pourquoi eux ne peuvent pas faire ça? Comment est-ce que nous pouvons créer la richesse? On nous a amené les bus Transco ici. Quelle est la politique de transport? Vous savez, je réfléchis tout ça. Quelle est la politique de transport? Que ce soit urbain, intercommunaux, ici au niveau provincial avec les territoires. Ce sont ces jeunes gens qui souffrent jour et nuit pour assurer ce transport, ce déplacement. Mais la province, quelle est cette politique? Par exemple, transformer ces motocyclistes là-bas avec en petite et moyenne entreprise. Créer la richesse, le transport. Regardez les 5 bus Transco. Ils sont en train de tomber en panne. Quelle est la politique de transport? On doit avoir une politique de transport. Il n'y en a pas. Ces bus vont tomber en panne. Bon, c'est fini. Ce sera un rêve pieux que nous avions. On dit, oui, on avait un moment les bus Transco, et puis les 5 sont tombés en panne. Est-ce que c'est impossible que le niveau provincial peut dire la même chose qu'avec les motos et taximens, etc. Nous allons aussi faire en sorte que nous ayons. Mais il faut réparer certaines voies interterritoriales qui nous relient, etc. On ne va pas rester comme ça en disant le niveau central. Non, il faut intégrer ça dans un plan. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avons les potentialités, pour moi, ce n'est pas dans les mines. Les potentialités, c'est notre capacité de dire qui est-ce que nous allons former maintenant depuis l'école primaire jusqu'aux instituts supérieurs universitaires pour avoir autant de profils répondant aux besoins locaux. Voilà. Voilà, docteur Badibanga, j'ai rebondi un peu sur ce que vous venez de dire. Avec le système éducatif actuel que vous maîtrisez, parce que vous êtes dans les secteurs, vous avez investi dans les secteurs et vous êtes un formateur, pensez-vous que le cours d'entrepreneuriat peut apporter un plus s'il est incorporé, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, dans les différentes promotions, il peut apporter quelque chose à la province du Kasaï oriental. Et vous avez donné quelques exemples, notamment pour l'AMIBA. Tout le monde ne faisait que rêver sur la relance de l'AMIBA, comme si à elle seule, elle pouvait résoudre tous les problèmes des Kasaïens. Mais est-ce que les Kasaïens arriveront un jour à comprendre qu'il ne faut pas toujours être individualiste,
Parce que quand on nous évoque les problèmes de mining dans les autres provinces, notamment dans le Grand Katanga, on oublie qu'au lieu de parler de mining, le code minier parle des coopératives, donc des gens qui peuvent se mettre en association, solliciter des carrés miniers qui peuvent leur être attribués pour exploiter, et comme ça, ce diamant-là ou ces minéraux peuvent passer par la transformation, ajouter une valeur et peut-être rapporter davantage à la province, mais c'est comme si on cherche toujours à évoluer seul, chacun, quand il a des moyens, il veut tout prendre pour lui et jamais aller dans l'association avec d'autres comme lui qui peuvent apporter aussi des capitaux. Par rapport au cours d'entrepreneuriat, dans toute science, la science ne fait que se régénérer. Si on introduit des cours comme ça, que ce soit au niveau, commençant par le niveau même de l'éducation de base, dans certains autres pays, on apprend aux enfants déjà, on adapte le programme de l'éducation de base du primaire, même maternelle. J'ai vu à Singapour, en Chine même, on apprend aux enfants à faire des petits calculs. De dire j'ai vendu ceci, etc. Ça, c'est ça la régénération de la science. La science avance très vite. Donc le cours d'entrepreneuriat, ce sont des nouvelles matières qu'il faut introduire, vulgariser au niveau de tous les systèmes éducatifs. Mais faut-il que maintenant, il y ait une prévision du ministère de l'Éducation provinciale, mais de dire qu'est-ce que nous pouvons adopter. Vous savez que dans le programme national actuel de l'éducation de base primaire, je parle de l'éducation de base primaire, même du secondaire avec 7e et 8e, que tous les cours ne se donnent pas. Nous manquons même de manuels. Cours de technologie. Nous n'avons pas de manuel. Informatique. Nous avons les dessins ne se fait plus. C'est-à-dire il y a à repenser. On ne forme pas les futurs maîtres dans les programmes. Maintenant, nous avons un programme au niveau national d'éducation de base, primaire et secondaire, 7e et 8e, de l'approche par situation. Mais qui repense ça au niveau provincial? Faites le tour, vous allez vous en apercevoir. Moi, j'ai chaque année des nouveaux des finalistes qui viennent postuler ici. Toutes les questions, parmi les questions que je pose, c'est toujours est-ce que tu connais l'approche maintenant des enseignements, apprentissages au niveau de l'éducation de base? Non, ils ne savent pas. Ils n'ont pas appris ça. J'ai dit, tu n'as pas entendu parler de l'approche par situation? Oui, mais j'ai entendu, mais nous ne l'appliquons pas. Donc, c'est-à-dire, c'est ça que je suis en train de déplorer. J'ai dit, non, il y a un sérieux problème. Regardez, il y a la gratuité de l'enseignement. Moi, je réfléchis toujours comment, malgré que je suis dans le secteur privé, mais je me casse le méninge. Je n'arrive pas à susciter un espace de réflexion avec les autorités provinciales de l'éducation. Par exemple, maintenant, je vois qu'il y a une forte demande des parents qui viennent des secteurs où l'enseignement et la scolarité est gratuite, qui viennent encore demander, et nous dépassons même notre capacité d'accueil. Nous disons non. Et donc il faut toute une réflexion pour dire comment nous pouvons faire. Et non pas seulement on réclame les salaires, ça c'est leur droit, mais comment faire en sorte que ici au niveau local, nous intégrons dans notre plan d'action local, comment favoriser cette gratuité, mais en réfléchissant aussi avec les secteurs privés qui se montrent volontaires. Mais nous n'avons pas des cadres où on vous approche pour dire qu'est-ce que vous pouvez proposer, etc.
Mais nous avons des choses à proposer. J'ai toujours considéré pour moi que ces examens d'État, et que ce soit au niveau de 6 ans du primaire, maintenant les 2 ans du secondaire, moi j'ai dit ça ne vaut pas la peine. Le contexte a tellement changé. Le contexte a déjà changé. Donc, je réponds à cette question. Il faut... la science, elle est comme ça. Lorsque on propose de nouvelles matières, c'est justement pour améliorer l'état actuel des choses. Donc l'entrepreneuriat, mais ça ne peut pas rester figé, parce que nous évoluons. Je pose la question, je dis, mais combien d'ingénieurs nous allons produire pour couvrir les besoins d'ici 2040 de développement des infrastructures dans notre province? Vous dites, oui, on va développer les 145 territoires. Mais ailleurs, on est en train de réformer, par exemple, on dit on va renforcer les cours de mathématiques, physique et sciences, parce que nous aurons besoin de ces gens pour justement développer nos infrastructures. Vous voulez avoir la cimenterie, mais qui vont travailler? Quelle est la main-d'œuvre qualifiée qui vont travailler directement et indirectement pour utiliser justement cette opportunité de la cimenterie? Mais c'est ça que nous sommes en train de nous dire. Non, il ne faut pas rêver. On tend les mains, on nous a donné. Mais qu'est-ce que nous proposons pour nous articuler, pour dire d'ici 20 ans, nous allons être autonomes, nous allons avoir notre capital humain sera même de combler toutes ces lacunes. On va maintenant, on est en train de tracer cette route nationale Kinshasa, Kananga, Mujima, Ichikapa, Kananga, Mujima, Kabinda et ailleurs, etc. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons profiter de ces voies? Parce qu'on va désenclaver. Puis si on désenclave le Kasaï, l'espace Grand Kasaï, ne fût-ce que du côté de Kinshasa, nous aurons un reflux des populations qui sont dans toutes ces provinces-là, Kinshasa et le Bandundu, vers cet espace Grand Kasaï. Comment nous allons nous comporter? Si on utilise, on essaie, on termine avec Kalamambouji, etc. Mais il y aura encore une autre façon de repenser, profiter de ces atouts-là pour le développement de Kasaï. Tous ces espaces que nous laissons le long de cette route nationale ne pourraient être des espaces de conflit, parce qu'il y aura un reflux des populations qui vont dire « maintenant nous pouvons faire du business ». Mais quand ils vont dire nous allons faire du business, et les Quinois, ce sont nos propres frères que j'ai dit Quinois là-bas, et ils ne vont pas vous laisser faire. Ils vont vous envahir de nouveau. Nous risquons d'avoir le phénomène inverse qui se passe dans l'espace Grand Katanga. Ce sont nos propres frères qui vont venir dire bon, vous dormez, vous n'avez pas de projection, qui vont reprendre des choses. Ça sera aussi conflictuel entre nous. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire. Attention, il faudrait que le progrès, j'insiste beaucoup, il faut créer la richesse ici. Et comment nous allons créer la richesse en profitant des infrastructures que le niveau central et national est en train de nous proposer? Comment créer la richesse? On nous donne ce cours de choses d'entrepreneuriat, etc. Ce n'est pas vrai de dire que nous sommes trop individualistes. Non, non. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à concilier notre état d'esprit, philosophie d'affaires avec le vivre ensemble. On a l'impression, mais non. Si vous regardez certaines familles, vous allez voir que dans certaines familles, le père est menuisier, avec ses enfants aussi sont menuisiers, sont maçons. Ils amènent même leurs enfants sur le chantier. Il faut bien observer. Vous allez voir qu'ils travaillent toujours en famille. Peut-être la façon de parler des coopératives, c'est parce que nous
nous n'aimons pas dépendre, comme au Kivu. Au Kivu où j'ai travaillé, la coopérative, c'est vraiment tout le village, tout un quartier, etc. Peut-être c'est que... Mais utilisons la force des églises. Mais les églises sont des coopératives. Voilà une ressource disponible partout. Les églises que vous voyez, vous entendez, etc., ils se réunissent. Mais c'est une force, vous n'en avez pas idée, qui est, moi je l'utilise et je la considère comme une force de résilience du peuple kassaïen. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Mais il faut dialoguer avec. Il faut les inviter. Si les missionnaires catholiques ont pu réaliser le développement de ces espaces au niveau de notre pays, mais c'est parce que ces gens ont eu toute une philosophie, toute une stratégie de développement. Si les églises pouvaient construire ou transformer pendant la journée, disons de 7h du matin à 15h, leurs espaces en école, en espace éducation scolaire, mais ils auront contribué de beaucoup à réduire le pléthore des élèves dans certaines écoles publiques. Mais c'est ça que je dis, on ne sent pas cette réflexion au niveau local. Je vais terminer avec un autre exemple. Le courant électrique des Toubi et Toubidi, etc. Avec NRK, il y a l'autre photovoltaïque qui n'a pas encore terminé, mais qui est en voie. Maintenant, en prévision de cimenterie, il y aura encore la centrale peut-être de Tchala, qu'on va encore améliorer sa production. Alors, je reste là, je dis, mais on a SNEL, on a NRK, on aura je ne sais pas quoi encore. Comment le niveau provincial et quelle est sa vision par rapport à desservir la population? C'est ça toutes les réflexions que je me fais. J'ai dit le plan d'action, ce n'est pas quelque chose de figé. Le plan d'action est itératif, c'est-à-dire on a fait le premier mouture, mais la situation change, vous l'adaptez. On n'a pas prévu peut-être la cimenterie, on nous dit d'ici 2-3 ans, mais alors il faut refaire votre plan d'action. Un chat échaudé craint de l'eau froide. Je trouve que toutes ces craintes de la population se justifient par le fait que nous avons vécu des grands discours ici, tels que nous approfondissez vos toilettes, tels que nous avons une réserve stratégique du maïs, ainsi de suite. S'il faut que je me permette un pas de recul par rapport à toutes ces prédictions d'échecs dont mon confrère Emery a parlé dans sa question précédente là. Alors, vous ne trouvez pas que l'histoire risque de se répéter avec des beaux discours, avec des beaux spectacles qui ne nous amèneront à rien? Parce que le peuple kassaïen veut du concret. Nous ne voulons pas qu'on aille dans des hallucinations, qu'on aille dans des dictons, dans des propos parfois superfétatoires qui ne résolvent pas les questions fondamentales de la population. Absolument. Et pour moi, c'est la gouvernance provinciale qui doit enlever cette crainte, ce doute que notre population, à force d'expériences vécues, ne croit plus en rien, dit on va voir. Mais il faut que la gouvernance provinciale puisse intégrer ça pour dire j'ai suivi le gouverneur du Sud Kivu, je pense, il n'y a pas 3-4 jours, qui a commencé toute une expérience de redevabilité au niveau provincial. Peut-être c'est cet exercice peut-être autrement pensé de redevabilité qu'il faudrait adapter à notre contexte. Si ça a bien marché peut-être et ça a bien démarré au Kivu, nous ne savons pas. Il nous faut à tout prix un modèle de développement qui est le nôtre,
que nos peuples, notre population maîtrise, s'approprie. Il ne faut pas nous enlever ce qui a constitué notre force, ce n'est pas être dépendant. Nous ne sommes pas dépendants. Faire en sorte que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Offre de services, voilà les services qu'on vous offre. Nous allons développer nous-mêmes le reste. Mais il faut que maintenant, entre la gouvernance provinciale et nous, et les peuples, qu'il y ait cette communion, qu'il y ait cette communion pour que nous puissions savoir exactement comment nous y prendre. C'est ça que nous sommes en train de solliciter. Que les élus provinciaux commencent à produire les édits pour essayer d'intégrer les nouvelles méthodes, initiatives. Non, je veux dire les nouvelles initiatives, oui, de s'intégrer dans le plan d'action provincial. Il faut qu'ils commencent à produire des édits. Pourquoi vous voulez que pour seulement avoir accès à l'eau, l'abonnement à l'eau, on nous demande de payer $500 d'ouvrir le compte, non remboursable. Qui est cette famille de Mbujimayi qui va payer $500 pour ouvrir son compte? La dite famille a quel revenu? Quel revenu? Mais ça c'est ça que nous disons, la gestion du secteur de l'eau. Oui. Mais ce n'est pas possible. On me demande en disant non, $500 remboursables. Mais combien de familles vous allez exclure déjà? Vous avez déjà exclu des familles. Même pour l'électricité des SNEL, pour ouvrir son compte, il faut payer $100. Non remboursable. Mais on crée encore de l'injustice sociale. Parce qu'avec ces $100, bon, vous êtes comme dans ce quartier, ici sur mes 2 avenues ici, c'est combien des choses? On va voir que lui n'a pas les $100, il ne peut pas avoir l'électricité, mais l'autre a ces $100, il a l'électricité. Oui. C'est l'injustice sociale, c'est l'insécurité. Pourquoi lui en a et moi je n'ai pas? C'est ce que nous sommes en train de nous dire. Non, il faut réfléchir. Donc c'est une façon parfois d'opposer la population. Non, de frustrer. Frustrer les gens. Ils viennent en classe ici. Et l'autre dit, moi j'ai le courant chez nous. L'autre dit, non, nous on n'a pas le courant. Mais comment se sentira cet enfant-là? Il se sentira frustré. Frustré, c'est pourquoi nous voulons une politique du secteur de distribution de l'énergie électrique d'eau. Moi, j'ai l'électricité ici parce que j'ai dit non, j'ai 500 enfants qui fréquentent l'école. Oui. Si j'ai l'électricité ici, je peux peut-être organiser, je prévois organiser des séances ludiques, etc. Oui. Pour les enfants suivre. Je dis banalement comme ça, le match champion est capable de vous abonner les choses. Nous allons réduire, capable de vous abonner les choses. Nous allons réduire l'ouverture de compte à la SNEL. Mais c'est ça une politique. C'est ça que vous repensez. Vous dites, ah, vous proposez ça, nous vous proposons ça, utilisez les espaces, les écoles sont partout. Docteur Badiba Nsambouka, quel pourrait être l'impact de l'ouverture du Grand Kasaï par voie routière, notamment la route Kananga-Kalamba-Mbouji, la nationale numéro 1, Kananga-Mbujimayi, et la nationale numéro 2, reliant le Kasaï oriental et la Lomami au Grand Kivu via le Maniema? J'ai fait la route Kinshasa, Mbujimayi jusqu'au Maniema. Je connais bien toute cette route. Moi, je suis passé même Idiofa par Ilebo, remonté encore jusqu'au Maniema, à Kassongo, jusqu'à Kivu. Donc j'ai une idée, je me dis, mon Dieu, il y aura une circulation de biens et de personnes. Vous n'en avez pas idée. Nous avons une richesse tout le long de ce trajet-là, vous n'en avez pas idée. C'est vrai. J'ai fait la route du Kivu, Uvira, Bukavu, Mwenga, etc. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Donc, pour booster
les échanges commerciaux, la circulation des biens et des personnes, c'est vraiment quelque chose. Mais alors, il faut préparer des infrastructures ici d'accueil. Et il faut préparer les infrastructures d'accueil. Les gens qui viendront ici voudront avoir des écoles. Notre province, l'espace Grand Kasaï, et connaissant notre dynamisme, nous pouvons arriver vraiment à faire en sorte que nous puissions aussi ouvrir cette voie vers le Kivu. Il y a le professeur Tchani Mwadiambita qui a élaboré le plan Marshall, proposé au pays le plan Marshall pour l'économie du pays. Il a fait aussi le petit plan Marshall pour les provinces. Il faut intéresser des gens comme ça qui ont toute une expérience de comment faire sortir le pays, de booster l'économie des provinces, des territoires. Il faut inviter ces gens et avoir une sorte de conseil socio-économique, même informel, non formel, au niveau de la province pour réfléchir. Il ne faut pas attendre toujours que les gens viennent vers vous. Il y a des gens qui ne veulent pas ça pour croire qu'on est allé solliciter tel appui ou quoi. Mais allez vers les gens. Nous voulons réfléchir avec vous sur tel aspect parce que vous êtes du domaine. C'est ça que nous sommes en train de conseiller. Donc ça va nous profiter à tout point de vue, cette route. Pourquoi n'est pas pour créer une certaine un esprit d'entraide, de vivre ensemble? Pourquoi ne pas faire de certains chefs-lieux de territoire et même des provinces du Grand Kasaï des infrastructures d'accueil de notre jeunesse? Il y a le tourisme scolaire. Pourquoi ne pas favoriser le tourisme scolaire? Donc diminuer certains coûts, etc. Faire cette promotion pour que les élèves du Kasaï ici oriental aillent visiter les élèves de l'Alomami, aillent visiter les élèves de Sankourou, les élèves de Kasaï central, du Kasaï. Mais c'est ça les initiatives qu'il faut prendre pour favoriser et justement le vivre ensemble, notre développement. C'est autant de petites choses qu'il faut réaliser pour permettre cette solidarité-là. Ça ne doit pas être seulement on va nous amener la cimenterie ici et on commence à attendre 2-3 ans, on compte, puis les gens sont frustrés, disent oh, ça ne viendra pas. Mais bien sûr, parce que nous voulons dépendre de cette manne qui vient d'ailleurs, que nous n'avons même pas sollicité, alors que le besoin ressenti de la cimenterie n'est pas l'affaire d'individus, c'est tout le monde. Même la maman qui vend les feuilles de manioc sait que si nous avons du ciment ici, elle aussi va construire. Oui. Parce que si ça devient une affaire d'individus, le piège, ça sera quoi? Mais c'est nous qui avons fait que nous puissions avoir la cimenterie, donc j'aurai mon quota. J'ai mon quota de sacs de ciment là-bas. Chacun réclame la rétrocommission. Bah oui, parce que c'est nous qui avons... Non, je dis, niet, ce n'est pas question d'individus, c'est un besoin ressenti par toute la population. C'est une question collective de l'espace Grand Kasaï, que cette population soit ici localement, vit ici, ou bien à l'extérieur du pays. Tous ressentent ce besoin. C'est la cimenterie qui va fournir de la matière première pour pouvoir construire. Mais il faut alors une politique de choses de logement. Au lieu de dépendre de cette initiative qui était louable, certes, des 100 jours, des 100 jours, oui. Mais pourquoi ne pas récupérer ça pour dire
nous commençons à préparer et justement l'utilisation du ciment de Katanda pour les logements sociaux. Mais c'est ça une politique. Et commencer à débattre chaque fois avec les populations dans vos médias, etc. Oui. Mais c'est ça une politique. Et que l'Assemblée provinciale puisse commencer à élaborer des édits en fonction de ça. Voilà, docteur, notre entretien tend déjà à sa finalité. Mais il faut que je vous pose cette question avant que mon confrère Emery Kazadi n'ait conclu. Des projets sont réalisés dans le Kasaï oriental, mais la population veut plus sur le plan social et se plaint de la pauvreté et la misère. Comment résoudre cette question du social dans le Grand Kasaï en général et le Kasaï oriental en particulier? Mais c'est ce dont il a parlé de réserve stratégique. C'est ce que je ne fais que dire. Quel est le plan provincial de supprimer la faim? Parce que vous pouvez tout dire. Tant que la marmite de la ménagère est vide, vous pouvez... Ce ne sera que le chapelet de bonnes intentions. De bonnes intentions. Pour nous, nous disons, mais nous étions le grenier, parmi les greniers du pays, de certaines provinces ici, avant l'indépendance, peu après l'indépendance, mais faisons en sorte que nous redevenions encore ce grenier. Mais pour être le grenier, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, c'est quelle politique de l'agroalimentaire que nous devons adopter au niveau de la province? Comment est-ce que nous allons faire? Dépendre de nous-mêmes. Est-ce qu'il nous est difficile d'avouer? On a commencé avec des expériences de Kwadi. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec un Kwadi ici. Un fiasco. Un fiasco terrible. Spectaculaire. Comment? C'est ça qu'on doit reprendre. Comment réfléchir autrement, repenser autrement Kwadi. Et ce n'est pas seulement Kwadi. On avait dit les gouvernances passées, les réserves stratégiques ici à Miabi, etc. Mais il faut repenser, ça ne doit pas être une histoire d'individu. Ça doit être une histoire bien repensée de la politique, la vision de l'exécutif, même après vous, après 2028. Qu'est-ce que nous serons, nous? Si nous pensons, nous sommes dans la suite logique des choses, il y aura un autre leadership national après 2028. Mais quelle est notre place? Comment nous allons jouer notre rôle? Mais c'est ça qu'on doit réfléchir maintenant, en utilisant les deux piliers dont je vous ai dit ici, l'éducation, le capital humain et notre culture. Je crois beaucoup, moi. Parce que de tout ce qui s'est passé dans la vie socio-politique, économique, culturelle de notre pays, nous avons toujours joué ce rôle-là. On nous a cherché partout pour ça. Mais c'est ça que nous devons dire, ça c'est notre force. Après 2028, même pour ceux qui ne le savent pas, nous qui avons vécu l'époque Mobutu, il y avait des quotas pour étudier dans les entreprises. Mais nous savions dire que si nous ne perçons pas par là, mais nous nous sommes fait des professeurs, c'était nous des enseignants. Voilà notre état d'esprit, comme les Wewa aujourd'hui ailleurs. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut préparer cet après 2028, mais ça doit figurer dans le plan stratégique de la province et de l'espace Grand Kasaï. Sinon, ici, il n'y a pas ça. Docteur, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais est-ce qu'on peut considérer cela comme conclusion ou bien vous pouvez vous résumer en 1 minute? En 1 minute, il ne faut pas, il faut rêver à faire du Kasaï, de l'espace Grand Kasaï, le grenier agroalimentaire. Mais pour en faire le grenier agroalimentaire, il faudrait que nous ayons notre capital humain puisse être repensé autrement
pour justement appuyer ces initiatives et notre culture puisse aussi nous donner, renforcer notre état d'esprit. Une question de curiosité. En parcourant votre identité, j'ai trouvé que vous n'avez pas de prénom à consonance étrangère. Vous voulez être trop authentique ou vous avez opté pour les recours à l'authenticité comme c'était dit dans le temps par le feu maréchal Mobutu? Non, parce que notre frère, parent Mabika Kalanda, c'est lui qui a initié la remise en question base de la décolonisation mentale. Au lieu d'appeler sa femme Madame Marguerite, a dit Mwambombo. C'est lui qui m'a appris ça. Pour dire non. C'est comme Mwachika par exemple. Oui, voilà c'est que Mwachika avec l'actuel président. Oui. C'est pourquoi moi aussi je me dis non. Pourquoi je dois m'appeler avec ce nom d'emprunt? Quand je vois les Chinois, il n'a pas ce nom. Quand je vois d'autres peuples, je dis pourquoi? Mais pourquoi les Belges n'ont pas non? C'est nous qui devons prendre leur nom. C'est pourquoi je dis le nom de mes aïeux, c'est Badibangan Sambuka Bissala. Et je demeure avec... Vous êtes allé avec ça jusqu'au jour des baptêmes? Non, j'avais... C'était après le baptême? Après le baptême, oui. Après le baptême, quand on me donnait, Issam m'a donné l'extrême onction, puis on m'a baptisé. Oui. Et puis après, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez donné ça? Ah, parce qu'il y a telle religieuse qui aimait beaucoup jouer avec toi. J'ai dit, non. Mais je suis allé au Kasaï, j'ai appris que j'étais Badibaran Sambuka Bissala. Donc je reste avec ce nom-là et que les Maloulas sont venus après et le Mobutu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci bien Dr Badibaran Sambuka Bissala pour avoir répondu à nos questions et pour avoir choisi de réfléchir avec la population du Kasaï oriental, et nous sommes sûrs que cela pourra avoir des impacts dans notre vie sociale et dans la vie politique du Kasaï oriental et du Grand Kasaï, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo. Merci, nous disons aussi aux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont accordé de leur temps pour nous suivre sur Kasaï Développement TV, chaîne YouTube, et sur Radio-Télévision des Beaux-Kasaï dans Face à Face, oui, avec le confrère Remix Mbombo Moukanya Chamboui. Moi, c'est Emery Kazaï Tchiban. En tout cas, ce n'est que partie remise, c'est pas la dernière fois. Nous aurons à revenir sur d'autres questions. Merci à tous et à la prochaine. Je vous remercie. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos et publications sur Précellence TV, votre chaîne YouTube qui vous informe sur la politique, la culture, le social, la religion, l'économie, l'enseignement, les sports, la technologie et j'en passe. Une équipe de professionnels des médias assidus, spécialisés et outillés en reportages, interviews, directs et publicités pour toutes vos activités commerciales, politiques, culturelles, académiques, sociales, religieuses, sportives et consorts pour un marketing assuré et digne de votre confiance. Abonnez-vous s'il vous plaît pour nous soutenir et nous encourager à mieux vous servir, car Précellence TV, c'est le plaisir de vous informer autrement sur la toile. S'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne Précellence TV pour ne rien rater de nos vidéos et publications.